Alors bonjour à tous, merci à ceux qui sont restés et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Donc nous avons une deuxième session cet après-midi qui va être consacrée au sujet ô combien important du financement, parce que tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Donc il s'agit de savoir combien, de l'argent, pourquoi, qu'est-ce qu'on va financer et comment on va le financer. Donc je pense qu'on a un panel très diversifié que Jeanne va introduire bientôt. Mais dans un premier temps, j'aimerais remercier et introduire Dorothée Rouzet, c'est ça, donc de la direction, chef économiste à la Direction générale du Trésor, et qui va vous partager un petit peu la vision de la DG Trésor sur ces questions de financement en guise d'introduction à notre session. Puis Jeanne prendra la parole pour présenter tous les intervenants. Voilà, merci à vous tous. Bonjour et merci à tous et merci aux organisateurs de cet événement et notamment de cette session sur le financement de la décarbonation qui nous intéresse tout particulièrement au Trésor, à Bercy et dans la sphère gouvernementale plus généralement. Peut-être en guise d'introduction, quelques points sur le contexte et ensuite sur la stratégie de financement vue du côté du gouvernement. Peut-être le premier point, c'est d'être clair sur le fait qu'on est sous le signe de 10 ans après l'accord de Paris, mais dans un contexte international assez difficile, mais qui ne remet pas en cause la détermination du gouvernement à mener à bien la décarbonation de l'économie française, à la fois pour le respect de nos engagements internationaux, mais aussi parce que c'est bien un enjeu de résilience et de prospérité de long terme, ne serait-ce que parce que la France ne dispose pas de ressources fossiles et c'est un choix de souveraineté et d'autonomie stratégique important. Donc, notre boussole demeure bien l'objectif de limiter le réchauffement nettement sous les 2 degrés et, si possible, à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Ça a été traduit au niveau européen par les objectifs de la loi européenne sur le climat d'une réduction nette des émissions annuelles de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990 et de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Au niveau français, nous avons repris l'objectif de neutralité carbone en 2050 et également nous nous sommes dotés d'un cadre juridique avec la stratégie nationale bas carbone pour impulser la transformation de notre économie. Alors pour 2030, le projet de 3e SNBC a été mis en consultation en décembre avec l'objectif de baisse des émissions territoriales brutes de 50% en 2030 par rapport à 1990. Où en sommes-nous 10 ans après l'accord de Paris? Alors, sur le plan des résultats et des réductions de gaz à effet de serre, je pense qu'on peut dire que l'action est bien engagée. Si on prend un peu de champ et de recul historique, les émissions brutes ont baissé de 15% entre 1990 et 2017. Elles ont de nouveau baissé de 21% entre 2017 et 2024. Et le budget carbone que nous nous étions fixés pour la période 2019-2023 était respecté avec une certaine marge. Alors certes, il y a eu un ralentissement en 2024, avec une baisse de seulement 1,8% des émissions brutes, beaucoup moins rapide qu'en 2023. Notamment dans le bâtiment et les transports où la décarbonation était moins rapide qu'attendu, mais où un certain nombre de mesures qui ont été engagées devraient soutenir la décarbonation de ces 2 secteurs en 2025. En revanche, le redressement de la production d'électricité à la fois nucléaire et hydraulique ont permis de diminuer nettement les émissions de la production d'énergie de 10% l'année dernière. Alors pour 2030, la cible est ambitieuse, je pense qu'on ne se le cache pas, mais elle reste atteignable puisque ça suppose un rythme de réduction d'environ 5% par an entre 2024 et 2030, ce qui demande des mesures ambitieuses, mais accessibles dans les prochaines années. Alors tout ça, évidemment, m'amène à comment on finance tout ça, ce qui est le sujet de cette section. Je pense que le message d'ensemble, c'est d'abord que ça demande une mobilisation financière collective, d'ampleur, de tous les acteurs de l'économie française, et je me réjouis de les voir représentés ici. Du côté du gouvernement, donc pour donner des orientations à une stratégie, le gouvernement a publié à l'automne dernier pour la première fois une stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique, qui est un exercice qui a vocation à être répété et enrichi chaque année. Donc la deuxième sera publiée à l'automne prochain. Cette stratégie, alors d'abord, elle constate que les investissements bas carbone ont bien augmenté au cours de la dernière décennie. C'est heureux qu'ils ont atteint plus de 100 milliards d'euros en 2023 en France, à la fois public et privé. Ils doivent encore doubler d'ici 2030 pour atteindre nos objectifs climatiques, tandis que les investissements carbonés, eux, doivent diminuer de moitié, notamment dans les transports routiers et
dans une moindre mesure dans la construction neuve. Donc les besoins d'investissement nets, quand on enlève les investissements carbonés qui doivent diminuer, des investissements verts qui doivent augmenter, sont d'environ 63 milliards d'euros supplémentaires annuels d'ici 2030 en France. Donc c'est considérable. Donc cette stratégie pluriannuelle, elle regarde aussi comment mettre les moyens financiers en face des objectifs climatiques de la France, avec un cap qui est d'abord que le financement de la transition, il doit être partenarial. Il doit mobiliser à la fois les acteurs publics, les acteurs privés, ne serait-ce que parce que si on regarde les investissements totaux dans l'économie, pas spécifiquement bas carbone, mais les investissements totaux, 80% des investissements totaux sont réalisés par les acteurs privés. Donc il y a bien un rôle aussi essentiel à jouer dans le financement de la décarbonation et dans le verdissement des investissements du côté du privé. Alors évidemment, l'État prend aussi pleinement sa part dans le financement de la transition écologique et ça a vocation à continuer. Du côté de l'État, on trace les dépenses favorables à l'environnement dans le budget vert de l'État. L'année dernière, il y a eu environ 40 milliards d'euros de dépenses de l'État favorables à l'environnement. On attend un montant assez proche en 2025. C'était seulement 34 milliards en 2023. Et puis, au-delà du montant, ce qui est important, c'est aussi l'efficience de la dépense et une démarche d'amélioration continue pour s'assurer que chaque euro dépensé se traduit bien par le maximum possible de réduction d'émissions. Ensuite, au-delà de l'action publique, ce n'est pas seulement l'action budgétaire de l'État, d'abord parce qu'il y a d'autres acteurs publics que l'État. Il y a le groupe Caisse des dépôts, par exemple, qui s'est fixé une cible de 100 milliards d'euros de financement pour la transition entre 2024 et 2028, donc notamment dans la rénovation thermique de bâtiments, le déploiement d'énergies renouvelables. Il y a les collectivités territoriales qui sont des investisseurs publics essentiels, notamment pour les transports en commun ou encore la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis, donc il y a d'autres acteurs, il y a aussi d'autres leviers que la dépense publique pure. L'État peut aussi mobiliser des leviers réglementaires, des canaux d'information, des bons signaux prix pour déclencher des investissements privés en faveur de la transition. J'y reviendrai dans un instant. Plus immédiatement, dans la loi de finances pour 2025, il y avait un certain nombre de mesures cohérentes avec cette stratégie, donc au-delà des dépenses directes dont je viens de parler, des mesures de signal prix, donc avec notamment sur la TVA, sur les chaudières à gaz, le renforcement du malus écologique sur les véhicules polluants, des mesures pour le verdissement des flottes de véhicules professionnels, une réforme du régime sur les avantages en nature des véhicules de fonction, l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qui sont des mesures incitatives au changement de comportement. Et donc, même si on n'a pas encore, évidemment, aujourd'hui les mesures du budget 2026, les travaux préparatoires du PLF pour 2026 s'inscrivent aussi dans cette poursuite à la fois de soutien direct à l'effort de décarbonation et de réexamen et de baisse des niches fiscales brunes. Donc, l'objectif d'ensemble, c'est évidemment concilier à la fois nos objectifs écologiques et la soutenabilité des dépenses publiques. À la fois, il va falloir réduire le déficit public pour maîtriser l'évolution de la dette publique et en même temps mobiliser le maximum de financement public et d'effets de levier sur les financements privés pour la transformation écologique de l'économie. Alors, je vais terminer, puisque c'est un sujet majeur de la discussion, je pense que vous allez avoir aussi, sur l'enjeu de la mobilisation des financements privés. Donc, comme je le disais, les acteurs privés, c'est 80% de l'investissement dans l'économie, donc leur rôle est absolument essentiel. Et on parle de tous les acteurs privés, à la fois des entreprises non financières qui financent beaucoup d'investissements de décarbonation, que ce soit la production d'énergie bas carbone, la rénovation de bâtiments tertiaires, la décarbonation de l'industrie, de l'agriculture, des transports. Il y a le crédit bancaire qui contribue évidemment au financement d'investissements bas carbone à la fois des ménages et des entreprises. Les acteurs financiers, plus largement, banques, assurances, sociétés de gestion, qui jouent un rôle important de financement des projets d'investissement bas carbone par des prises de participation, par l'achat de titres financiers verts, y compris publics, avec les obligations vertes, mais pas seulement. Et puis les ménages, dans leur choix d'allocation, ont aussi un effet concret sur le financement de la transition écologique. Donc du côté des pouvoirs publics, ça veut dire qu'il faut créer les conditions favorables à la réorientation par tous ces canaux des flux de financement privés, des investissements bruns, voire gris, vers les investissements verts. Donc je l'ai dit, ça passe en partie par le signal prix, c'est-à-dire par la tarification du carbone ou par des taxes ciblées sur des comportements très émissifs pour faire évoluer la rentabilité relative des activités vertes et des activités brunes. Il y a aussi dans ce cadre le marché carbone européen, évidemment, qui joue ce rôle pour un certain nombre de secteurs.
Il faut des mesures pour améliorer l'information des entreprises, des ménages et des acteurs financiers quand ils investissent et quand ils veulent investir dans des activités de décarbonation. C'est typiquement le rôle du cadre de transparence en matière de durabilité des entreprises, la CSRD, pour faciliter l'appréciation par les investisseurs du caractère effectivement durable des activités qu'ils financent, avec évidemment ici la difficulté de calibrage pour ne pas engendrer des coûts disproportionnés pour les entreprises, mais bien fournir la bonne information du côté de ceux qui investissent. Et c'est évidemment le calibrage recherché par les mesures de simplification pour concentrer les obligations de transparence sur les plus grandes entreprises qui sont des acteurs stratégiques pour la transition. Et puis enfin, pour mobiliser les financements privés pour la transition, il faut aussi une confiance des épargnants dans les produits financiers qui sont proposés. Alors avec au niveau européen des règles qui ont été mises en place pour lutter contre le greenwashing, des fonds d'investissement qui se présentent comme durables. En France, les labels comme le label ISR et Greenfin qui permettent d'identifier plus facilement les fonds qui respectent des standards ESG minimaux, notamment en matière environnementale. On a vu par exemple que le montant des assurances-vie en unité de compte qui allait vers des actifs labellisés ISR ou Greenfin ou Finansol a beaucoup augmenté. Il était 145 milliards d'euros au dernier trimestre 2024, c'est-à-dire presque 7 fois de plus que fin 2018, donc avec une progression rapide. Il y a des mesures réglementaires, évidemment, qui permettent aussi de fixer un cadre pour les décisions d'investissement. Et puis, enfin, je citerai aussi le soutien des acteurs publics plus largement qui peut faire effet de levier en mobilisant la finance privée, par exemple avec la banque publique BPI France, qui a toute une diversité de dispositifs pour soutenir des entreprises privées engagées pour la décarbonation via des prises de participation en fonds propres, des garanties vertes, des prêts à la transition écologique, donc une panoplie d'instruments. Et je pense que, voilà, si je termine par ce message, c'est un peu, on a besoin de tous les leviers, on a besoin de tous les acteurs. La difficulté, c'est d'utiliser tous ces leviers qui permettent à la fois de maximiser l'effet d'entraînement des fonds publics parce qu'il en faut et de nous aider à mobiliser les financements privés en concevant des mesures adéquates tout en menant à bien le chantier de simplification et d'essayer de concilier ces objectifs avec ceux de compétitivité et d'acceptabilité sociale. C'est un défi de taille mais qu'il faut relever ensemble, ne serait-ce que parce que, comme vous le savez, je pense que ce n'est pas à cette audience qu'il faut que je le dise, le coût de l'inaction est beaucoup plus massif que celui de l'action. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne discussion sur ces enjeux très riches et je suis impatiente d'en connaître les conclusions. Merci. Merci Dorothée pour cette intervention et d'avoir pris le temps de venir nous partager tout cela. Donc je pense que ce qu'on retient, c'est les entreprises 80%, enfin, ou le monde de l'économie qui n'est pas public, c'est 80%, ou ça doit être 80% de l'effort. Donc l'appel est lancé. Et puis peut-être aussi cette notion de signal prix que vous avez évoquée, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que les externalités coûtent si cher que effectivement l'investissement en brun ne soit plus rentable. Voilà. Jeanne, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Donc je suis Cécile Crousel, je suis rédactrice en chef au Figaro. Et donc c'est moi qui vais animer cet après-midi cette table ronde un petit peu sur le nerf de la guerre, le financement, puisque la transition écologique, c'est beaucoup d'argent. Parfois des projets des fois très longs avec une rentabilité parfois lointaine, donc c'est vraiment un financement qui n'est pas forcément évident. Peut-être on va commencer par vous, Frédéric Pelez, qui est au cœur un petit peu de toutes ces problématiques. Vous êtes directeur adjoint de la régulation et des affaires internationales à l'autorité des marchés financiers. Et vous êtes justement un petit peu sur ce point d'équilibre entre avoir des normes pas trop lourdes pour pas asphyxier tout, mais protéger quand même les investisseurs avec suffisamment de transparence et qu'il n'y ait pas de triche partout, enfin, qu'on sache où mettre les pieds, et puis protéger aussi la compétitivité des acteurs. Donc vous êtes vraiment au cœur de tout ça. Est-ce que vous diriez que le cadre réglementaire actuel est propice et assez adapté à l'investissement vert ? Alors, bonjour à tous, merci de cette invitation. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade un peu critique où on a derrière nous 7 années de construction du cadre réglementaire de la finance durable en Europe.
Et on a pendant cette année établi par touches successives tous les blocs réglementaires qui jalonnent les chaînes de valeur, les acteurs, les produits, les indices, le répertoire des activités durables. Et on commence maintenant à se retourner, à regarder l'ensemble du paysage et apporter un regard critique sur cet ensemble. Et maintenant, je pense que c'est assez clair, depuis le début de l'année, on rentre dans un nouveau cycle, un cycle de révision, aussi par petites touches, sous le label simplification, réduction de la charge, qui est un narratif très puissant aujourd'hui sous la nouvelle commission, mais qui vient quand même pas vraiment déréglementé, en tout cas c'est pas notre perception l'AMF, et bien sûr on ne serait pas du tout en faveur d'une telle approche, mais plutôt recalibrer certains aspects qui nécessitent de l'être. Je vais pas décrire l'ensemble des blocs de la réglementation, mais quand on commence à avoir un regard critique, on constate bien que par exemple le reporting de durabilité des sociétés a été pas mal critiqué. Alors on est entré cette année dans la première année, le premier exercice de publication des rapports de durabilité, et on voit bien que plus d'1 millier de points de données chez les émetteurs, c'est massif, c'est énorme, c'est peu proportionné, en particulier lorsqu'il faudra faire rentrer dans ce champ des sociétés plus petites. On voit bien aussi que parfois les sociétés peuvent rentrer dans certains écueils lorsqu'elles réalisent leur rapport de durabilité, soit en se livrant à un exercice un peu mécanique de compliance un petit peu aveugle, soit à l'inverse en faisant de la surcompliance parce qu'on va peut-être, du fait de leur environnement, les pousser à dire beaucoup et à dire peut-être trop par rapport au principe de matérialité. Donc là, on voit bien qu'il y a des critiques qui commencent à apparaître et qui peuvent être légitimes. Même chose quand on prend le point de vue des gérants ou des assureurs, où on voit bien que SFDR a créé des catégories, entre guillemets, qui sont devenues des labels, mais surtout qui sont complètement, la plupart du temps, à la main et à la discrétion de l'acteur lui-même. Et donc des concepts flous ne peuvent pas donner des résultats absolument qui permettent l'harmonisation. Donc on va devoir revisiter cela et ce sera fait d'ici la fin de l'année. Et troisième point, pour avoir toute la chaîne de valeur, qu'est-ce qui se passe au niveau du point de vente face aux clients? Aujourd'hui, on a vraiment, je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus quand on réfléchit à la simplification du parcours client, qui est aussi un narratif important, un vrai point noir, qui est le recueil des préférences de durabilité du client de détail, qui donc aujourd'hui sur ces aspects ESG est totalement à revoir parce qu'il n'est pas pragmatique, parce qu'il est parfois même il a un effet repoussoir qui ne correspond pas à ce qu'on avait voulu à l'origine avec toute cette architecture pour canaliser les investissements vers le durable. Pose aussi la question, est-ce que en tant qu'on sait qu'on veut acheter un produit, est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui comment les entreprises avancent dans le processus de transition? Est-ce que la réglementation actuelle donne une image exacte en fait, ou est-ce que la masse des rapports sont tellement lourds, tellement grands que finalement personne ne les regarde et c'est illisible? Comment on peut avoir la certitude de où on est, telle entreprise aujourd'hui? Oui, donc votre question, elle est très pertinente parce qu'elle est sur cet aspect très particulier de la transition vers la durabilité. La Commission l'a souvent mis en avant dans son narratif en disant la finance durable, c'est pas seulement financer les entités et les activités qui sont déjà durables, mais c'est aussi financer des entités et des projets qui ne le sont pas encore, mais qui sont sur la voie de critères de performance qui vont l'amener vers la durabilité. Et donc c'est à bon escient qu'on doit s'interroger sur le fait de savoir si la réglementation actuelle est favorable à la transition. Alors, l'impression qu'on peut avoir, et qu'on a eu souvent, nous, à l'AMF, c'est que c'est un concept qui était insuffisamment visité, balisé dans les textes actuels. On a souvent critiqué un petit peu la taxonomie comme étant trop basique, trop noir ou blanc, et comme ne permettant pas d'avoir une vision un peu dynamique des efforts, notamment des sociétés, pour améliorer leur performance environnementale, pour
atteindre certains seuils, les seuils du DNSH, pardon, si c'est un peu, ou les seuils des critères techniques d'analyse de la taxonomie. Et ça a d'ailleurs amené des réflexions assez intéressantes il y a quelques années par la plateforme de durabilité pour envisager une taxonomie repensée, améliorée, qui aurait fonctionné sur un peu 3 niveaux avec 3 couleurs pour donner plus de dynamisme à cette vision. Alors, c'est peut-être un procès qui est un peu excessif quand même, parce que quand on regarde bien, on a quand même dans la réglementation actuelle beaucoup d'outils pour capter, pour essayer de comprendre où en est la société, où sont les sociétés en matière de transition. Et donc, il faut reconnaître quand même qu'il y a quand même des choses, des outils. Le premier outil, c'est dans la CSRD, le rapport de durabilité, qui reste, selon nous, à l'AMF, l'outil de choix pour informer les investisseurs des efforts qui sont faits pour améliorer la performance environnementale d'une société. Alors, ça peut se faire via le plan de transition, même si ce n'est pas une obligation d'avoir un plan de transition, mais en tout cas lorsqu'une société en a un, elle va via son reporting de durabilité donner toutes les caractéristiques de ce plan et rendre transparent son approche. Maintenant, même quand une société n'a pas de plan de transition, elle a quand même des points à renseigner dans son rapport de durabilité sur ses cibles, sur sa politique climatique, qui déjà aiguille pas mal le lecteur. Maintenant, je crois que le prochain enjeu, et je pense que ce sera l'enjeu majeur des prochaines années, c'est de savoir dans quelle mesure un plan de transition, lorsqu'il existe, est crédible. Être capable de porter un regard critique sur les plans de transition des sociétés. Aujourd'hui, il y a des initiatives privées, SBTI, publiques, c'est la méthodologie ACT de l'ADEME, pour essayer de donner un peu un cadre méthodologique d'analyse pour attester si sur le fond et sur la forme, un plan de transition est crédible. Alors, ça nous intéresse beaucoup à telle enseigne qu'à l'AMF, on s'est même formé pour manier cette méthodologie ACT de l'ADEME, qui nous a paru très intéressante parce que dans nos travaux de régulateurs, on est amené à regarder les rapports de durabilité et donc les plans de transition. On en a fait état d'ailleurs dans un rapport en 2024, un guide pédagogique sur les plans de transition. Mais c'est un domaine où la réglementation européenne est encore assez muette. Je crois que la Commission en a conscience et qu'elle a d'ores et déjà lancé des travaux avec la DG Climat, avec le JRC, pour essayer de créer des benchmarks et aider les sociétés finalement à bâtir le plan de transition et à permettre aux gens qui auront un regard critique de l'évaluer. Et ça, c'est important parce que si on veut demain développer des produits ESG qui flèchent vers les sociétés en transition, ce qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de label transition, il faudra qu'on puisse porter un jugement critique sur les plans de transition. Et enfin, dernière question, comment l'AMF assure-t-elle la protection des investisseurs qui veulent s'engager dans la décarbonation? Alors notre point d'entrée, il est clairement sur l'information qui est dispensée au marché par les émetteurs cotés, mais aussi l'information qui est donnée via les prospectus, via la documentation réglementaire et commerciale par les gérants, les sociétés de gestion que l'on régule, qui sont dans notre périmètre, et les fonds d'investissement qu'ils conçoivent et qu'ils commercialisent. C'est à ce titre que on est l'autorité de supervision de ces acteurs pour leurs obligations vis-à-vis de SFDR, CSRD, taxonomie, reporting taxonomique ou EU Green Bonds, enfin voilà. Donc notre point d'entrée, et notre mission, c'est de garantir la qualité de l'information extra-financière de tous ces acteurs, en nous assurant que l'information qui est donnée au public est claire, précise et non trompeuse. Et donc c'est ça qui va être notre boussole et qui va nous guider, nous permettre en pratique d'essayer de protéger les investisseurs contre des dérives de greenwashing ou même de mis-selling. Alors ça nous amène à avoir une action qui n'est pas forcément visible du grand public parce qu'on interagit beaucoup en amont avec les émetteurs et les sociétés de gestion, à un stade qui n'est pas donc connu du grand public, lorsqu'on va regarder un peu avant publication la documentation qui va être rendue publique sur les aspects ESG. Concrètement, ça va vouloir dire par exemple que vis-à-vis des gérants, nous avons des attentes sur la qualité de ce qu'ils vont dire. On s'attend à ce que les gérants communiquent de façon proportionnée sur l'ESG en proportion de ce qu'ils font dans la réalité. Et on attend des gérants qu'ils articulent leurs promesses ESG dans la mesure où ils ont vraiment une méthodologie ESG qui est
robuste, c'est-à-dire qui est significative et mesurable. Voilà. Je vous donne quelques exemples, il y en a d'autres, tout ça c'est développé dans ce qui s'appelle des doctrines, mais donc ça nous amène à avoir une approche qui est aujourd'hui plus une approche d'accompagnement et de pédagogie qu'une approche de sanction, notamment parce qu'on est sur un cadre qui est complètement mouvant, et on n'en a pas parlé, mais d'autres en parleront sans doute. On est à une ère de changement avec une simplification, et où certains textes sont en train d'être revus pour en changer le champ et réduire ce champ. Donc ça n'a pas de sens pour nous d'être un régulateur inflexible alors que les règles changent, et puis par ailleurs d'autres pays voisins n'ont même pas transposé parfois les textes. Je vous remercie Frédéric Pelez. Je passe la parole maintenant à Séverine Mathéo. Vous êtes Global Head of Low Carbon Transition Group chez BNP Paribas. Alors, la banque, c'est un acteur clé pour financer ces projets de transition bas carbone, vers le bas carbone. Quelle est votre stratégie pour soutenir les acteurs privés dans ce défi, vos clients, vos futurs clients, et quelles sont vos contraintes dans tout ça? Alors, déjà, bonjour à tous. Alors, déjà, comment est-ce qu'on fait comment est-ce que BNP Paribas va accompagner la décarbonation? Il faut rappeler que depuis plusieurs années, en marge, corollaire de sa stratégie ESG, la banque a mis en place une stratégie commerciale qui vise à accompagner ses grands clients, qu'ils soient corporate ou institutionnels, dans leur stratégie de transition. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme mondiale d'environ 250 banquiers qui va... notre rôle est en fait de conseiller sur des acquisitions, des levées de fonds, des partenariats stratégiques, parce que parfois on peut avoir envie de vendre un bout de projet ou de faire monter des investisseurs stratégiques juste pour ces histoires de financement de la transition, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va aussi conseiller sur les levées de fonds propres, les introductions en bourse qui permettent d'augmenter les financements revenant au niveau de l'entreprise quand même. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on fait énormément de conseils en matière pour arranger les financements de dette, parce que la transition, on vient d'en parler. Je pense qu'il y a un consensus. C'est l'un des grands sujets de la transition, c'est le financement, mais le financement n'est pas juste une affaire de financement bancaire ou de dette, c'est aussi une affaire d'equity. Donc nous, notre rôle chez BNP Paribas est de faire ça. Et pour être un peu plus concrète, pour cranter un peu les choses, on a choisi de diriger nos efforts sur certains grands secteurs, énergie, transport, industrie lourde, parce que en fait, ces secteurs représentent 75% des émissions de CO2 à abattre. Donc on a développé une expertise aussi forte sur les grands leviers de la décarbonation à travers ces secteurs, sur lesquels je reviendrai, mais en fait il s'agit d'être actif à travers la génération d'électricité décarbonée, nucléaire, renouvelable, toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, les batteries, le stockage d'énergie, le secteur automobile, la captation de CO2, parce qu'un jour on verra. Et enfin, une fois qu'on a dit tout ça, bien sûr, les grandes infrastructures qui sont un corollaire nécessaire à la transition. Et les grands défis, c'est qu'en fait, alors je ne vais pas revenir sur les montants qui sont monstrueux, on parle de 4,5 trilliards à investir par an pour atteindre le net zéro. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces technologies, en fait, elles sont intensives en capital, c'est cher, c'est cher, mais en plus elles ont une caractéristique qui est qu'on parle de technologies à différents stades de maturité. Donc la proposition de valeur, elle est déjà d'investir beaucoup d'argent dans des technologies qui ne sont pas forcément stables et pour lesquelles, en plus, il peut y avoir un risque technologique, mais dont on parle, il est nécessaire de les passer à l'échelle. On sait tous ce que ça peut donner de faire un projet sur une toute petite échelle, mais sur des technologies qui ne sont pas stabilisées, monter à une échelle industrielle, ça peut être extrêmement problématique. On pourra revenir, si vous voulez, plus tard sur le cas de Northvolt, qui était supposé être la première très grande gigafactory de batteries en Europe. Et que nous, nous, on les a accompagnés du début jusqu'à la fin, effectivement. Mais donc, on connaît, on a bien vu comment ça. C'est aussi une forme d'expertise, quelque part. Passer de la start-up au modèle industriel, ça reste aussi compliqué. Donc, les volumes, les risques technologiques, le passage à l'échelle et, pour ces nouvelles technologies, la demande. Combien ça va coûter?
quel va être le coût pour le consommateur final. Vous vous rappelez, on est dans une transition aussi juste. Et en plus, on ne va pas créer un marché en disant achetez mes produits à base d'hydrogène vert parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est mieux pour l'environnement. Si on fait que ça, c'est sûr, on ne va pas aller très loin. Donc la demande, une incertitude sur la demande, l'existence même du marché, le manque de recul sur le coût final de ces technologies qui font que, in fine, on ne peut que se dire un tout petit peu plus de stabilité et de visibilité à moyen terme, ça pourrait peut-être nous aider à résoudre les défis. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce que le défi du financement de la transition, c'est un sujet de volume, c'est un sujet de structure. Comment est-ce qu'on va construire des modèles bancables, dérisqués et évolutifs pour supporter le ramp-up des technologies propres à la transition ? Donc, notre défi à nous, banquiers, c'est agir dans un marché qui va être assez volatile, exposé à la volatilité des prix, pour des technologies dont les modèles économiques, on l'a dit tout à l'heure, peuvent être un petit peu challengés. Donc, voilà, l'enjeu aujourd'hui, il est là. Mais on ne le fait pas tout seul. Et quel rôle, selon vous, peuvent jouer les banques dans la transition de modèle économique qui est nécessaire ? Alors, on pourrait dire, les banques, le rôle des banques est limité à aller chercher toutes les sources de capital et puis on va mettre tout ça ensemble et puis on va agréger. Mais en fait, non. Déjà, ça ne suffit pas. Déjà, pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que si on se limite aux sources de financement qu'on a aujourd'hui, mais vraiment en étant large, en allant chercher les financements par l'equity, en allant chercher les obligataires, etc., ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que on est quand même sur des objets relativement nouveaux. Donc en fait, il faut déjà le volume. La question du volume, elle va être aussi traitée parce que les banques vont aller chercher d'autres sources de liquidité au-delà de celles qu'on avait envisagées jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien pouvoir... Quelles sont-elles ? Quelles sont-elles ? Elles peuvent être... on peut chercher, par exemple, à mobiliser davantage les fonds de crédit privés sur des financements très, très longs. On peut chercher... Alors, je pense que vous avez tous vu la transaction dans la presse la semaine dernière sur Apollo, le fonds... donc, Apollo, la première image d'Apollo, c'est un fonds de private equity pur et dur. En fait, Apollo qui va aller financer d'une certaine manière aux côtés d'EDF pour une centrale nucléaire en Angleterre. Donc c'est ça, en fait, c'est indépendamment de la structure sur laquelle, évidemment, je ne peux pas m'étendre ici. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que peut-être, aujourd'hui, il y a des poches de liquidité auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça, c'est une partie du rôle des banques, parce qu'on a les green bonds, on a les partenariats publics-privés, la BPI, on les connaît, donc il faut aller chercher un peu plus loin pour régler ce problème de volume. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut qu'on soit un tout petit peu plus... Alors, il faut être agile et sophistiqué. C'est pas qu'on soit pas sophistiqué, c'est que dans le financement de la transition, aujourd'hui, on peut dire beaucoup de projets greenfield, beaucoup d'investisseurs longs et sur l'equity et beaucoup de project finance. En fait, il faut qu'on aille travailler davantage tout le bilan des sociétés qui investissent pour être plus agile. On peut passer d'une notion d'equity, de fonds propres standards, à les mobiliser des produits qu'on appellera, je suis désolée pour le franglais, de l'equity linked, et ensuite descendre toute la chaîne, parce qu'il n'y a pas juste d'un côté l'equity et de l'autre côté des très gros financements de projets. Il y a toute une gamme de financements qu'il faut aller chercher et faire fonctionner ensemble. Donc si je pars du financement à la société même, on peut remonter. On peut dire on est sur l'actif, et puis on va monter un petit peu plus haut, on va se mettre sur la holding, et puis on va remonter un petit peu plus haut dans la chaîne de bilan, on va commencer à toucher un petit peu plus le bas des fonds propres, et puis ensuite on va passer sur les fonds propres. Ça veut dire, c'est encore élargir les sources de liquidité et, en bon franglais, travailler la capital stack pour absorber tous les risques transitionnels. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, je pense qu'on arrivera à mieux distribuer les risques ou à aller chercher des financements, à élargir les champs d'action des investisseurs et des banques commerciales et peut-être des banques publiques, mais bon, on verra. L'autre grand levier pour financer la transition, c'est le fameux financement de projet. Le financement de projet se prête bien aux très gros renouvelables dans des marchés régulés avec des prix prévisibles. Aujourd'hui, il faut peut-être qu'on arrive à faire évoluer un peu ces structures. Les flux sont volatiles, parfois exposés au marché, la technologie n'est pas aussi stable qu'avant, donc il faut que les banques collectivement aillent chercher la solution probablement un tout petit peu plus loin. Et le dernier point, donc vous voyez, les banques, elles ne sont pas juste en train d'agréger les financements, elles ont un rôle, alors peut-être pas de chef d'orchestre, mais elles sont un peu plus qu'une juste une courroie de transmission. Le dernier point, et là je n'ai pas la réponse,
j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est le régulateur bancaire européen met en place ce qu'on appelle la CRR3. Le premier impact de cette mesure, c'est que ça va porter un impact assez important sur les provisions de capital réglementaire ou de fonds propres que les banques vont devoir mettre en face des financements longs. C'est-à-dire qu'un financement qui hier pouvait être considéré comme profitable pour la banque ou rentrant dans des paramètres économiques maîtrisés, demain le sera beaucoup moins. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est surtout qu'on parle de quantité, de volume de capital à mettre en face. Et ça, je ne suis pas la seule à le penser, mais a priori, ça peut mettre un coup de ralentisseur, de frein assez fort sur l'implication des banques commerciales. Donc le rôle des banques, là encore, ça va être d'accélérer tout ce qui est distribution au marché obligataire en agrégeant des classes d'actifs, plein de projets. Vous prenez plein de projets, vous les mettez ensemble et vous allez chercher des nouveaux investisseurs. Ça s'appelle de la titrisation. Donc on est en train de chercher, mais je ne sais pas bien. Donc d'aller chercher sur la titrisation, mais pas que, parce qu'il y a quand même un sujet au-delà de la titrisation, c'est qu'on ne trouve pas forcément... Enfin, je ne sais pas aujourd'hui si ces véhicules-là vont permettre de tout dérisquer, de tout envoyer dans les marchés obligataires ou sur des investisseurs secondaires. Pour moi, c'est une vraie question. La question, elle est comment faisons-nous pour continuer à augmenter les financements en volume, sachant que 1 euro demain investi ou financé ou prêté aura plus de dotation en capital. Pour moi, c'est une question qui reste ouverte. Merci. Je passe la parole à Othman Hadji, qui est président fondateur de GreenYellow, justement. Donc vous proposez des solutions innovantes aux entreprises pour qu'elles fassent de la transition énergétique. Comment faites-vous? Vous avez aussi, d'ailleurs, j'agrège un peu de questions de solutions de financement aussi derrière. Vous avez un modèle, justement, un peu particulier pour mettre ce financement également. Merci pour votre invitation. Je voulais peut-être débuter par le fait de dire que la décarbonation, ce n'est pas qu'une histoire ou une histoire de coûts. On a beaucoup parlé de coûts, de financement. J'aimerais bien parler de bénéfices. Ça sert à quoi tout ça? Donc 2 choses. Bien sûr, l'urgence climatique. Donc c'est bien pour la planète, mais c'est surtout aussi bien pour la compétitivité des entreprises. Et donc la décarbonation comme levier de la compétitivité des entreprises, c'est un vrai sujet. Et donc c'est le sujet central qu'il faut présenter. Peut-être un petit mot sur GreenYellow, une société française qui est devenue en 18 ans un acteur majeur et clé de la transition énergétique décentralisée. Et donc notre mission et notre raison d'être, c'est d'accompagner les entreprises dans leur décarbonation, dans leur trajectoire carbone, grâce à une plateforme d'offres qu'on propose à nos clients. Plateforme d'offres qui englobe les grands leviers de la transition énergétique pour le client. Il faut produire de l'énergie verte locale, il faut être sobre d'un point de vue énergétique. Donc la sobriété énergétique, c'est des programmes d'efficacité énergétique. Et de plus en plus, on voit l'arrivée du stockage d'énergie comme étant un levier de modulation des consommations et qu'on développe aussi dans le cadre de notre offre. La décarbonation, c'est aussi un sujet de chaîne de valeur. Il ne suffit pas de financer, il y a des études, il faut mettre en œuvre, il faut exploiter ces solutions. Donc, chez GreenYellow, on a travaillé pour être un assembleur, un intégrateur et être sur l'ensemble de la chaîne de valeur des études jusqu'à l'exploitation de ces solutions dans le temps. On a parlé de modèle, modèle contractuel, un point essentiel, parce qu'on ne vend pas un produit, on vend un service sur du long terme. Nos contrats avec nos clients sont des contrats qui peuvent aller de 8 à 25 ans, donc des contrats très longs. Et donc, c'est parce que ces contrats sont longs qu'on a la capacité d'investir pour le compte du client. Donc, l'investissement est porté par GreenYellow. Et donc, avec des contrats qui sont engageants. Nous sommes un acteur engagé. Acteur engagé veut dire obligation de résultat vis-à-vis de notre client. Et donc, obligation de résultat sur les 2 dimensions. La première, sur le fait qu'il puisse répondre à sa trajectoire carbone, donc ses émissions carbone, et l'autre, économique, parce que c'est notre raison d'être également, c'est la compétitivité des entreprises et donc la réduction de sa facture énergétique. Et quels sont aujourd'hui, si vous voyez, les enjeux auxquels font face vos clients? Donc sur le terrain, ouais, concrètement, aujourd'hui.
Donc il y a 3 grandes thématiques pour des industriels et des entreprises qui sont reprises. D'une part, pour ces acteurs qui veulent devenir des consommateurs, donc la thématique de l'indépendance énergétique est un des sujets qui se pose. C'est la thématique de la souveraineté au niveau d'un pays, mais ça se passe également à l'échelle de l'entreprise, donc c'est un point important. On voit de plus en plus de volatilité sur les prix de l'énergie, que ce soit par des aléas externes, des guerres, etc., ou également des sujets internes. Et donc là, venir couvrir ce risque-là est un élément clé parce que, vu d'un client, c'est une charge, donc un OPEX. Et cet OPEX, plus il est lisible et plus il est prévisible, et plus la résilience de l'équation économique du client est bonne. Donc c'est un élément important. Et puis on voit également, dans le cadre de la décarbonation, ce qu'on parle, et on a parlé d'évolution des usages, et notamment passer des hydrocarbures, du gaz à l'électricité dans les processus industriels. C'est des vraies demandes de l'industrie notamment pour se décarboner. Et donc vous avez des solutions pour financer tout ça qui sont intégrées dans votre modèle. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Prenons des exemples très concrets parce qu'on est aussi dans l'action et très pragmatique dans l'approche. Quand on développe un programme d'efficacité énergétique pour un client, je prends un exemple d'un industriel dans le monde de l'automobile européen qui souhaite faire de la sobriété énergétique sur ses usines. On développe un programme qui a pour vocation d'investir chez lui, donc nous portons l'investissement. Ce programme a pour effet de réduire de 25% ses consommations d'énergie. On lui garantit sur le temps, donc c'est de l'économie pérenne sur la durée contractuelle, et on partage les économies d'énergie, donc c'est aussi l'économie du partage qui fait que la compétitivité est à court terme. Ça c'est un point qui est essentiel. La décarbonation ne fait sens pour le commun des mortels que si elle est bien pour le porte-monnaie à court terme. Et donc ce sujet-là, voilà un exemple. Je vous cite un autre exemple sur le métier de la solarisation. Donc on a par exemple en France avec un retailer un grand programme de solarisation de ses hypermarchés et supermarchés, 350 sites, 400 millions d'euros d'investissement, un programme sur 2-3 ans de déploiement. Et donc derrière, le savoir-faire de GreenYellow et la capacité de pouvoir signer des contrats long terme de vente d'énergie à ce client sur 15-25 ans, ce qui lui donne la visibilité sur son prix de l'énergie, mais aussi un discount sur ce prix de l'énergie versus son prix actuel d'une 20aine de %. Voilà des solutions pragmatiques qui sont de nature à permettre de manière pragmatique à faire en sorte que les clients puissent franchir le pas de la décarbonation. Merci beaucoup. Maître Guillaume Marteneau, vous êtes International Tax Partner chez KPMG Avocats et responsable du département Grants and Tax Incentive. Donc vous aussi, vous accompagnez les entreprises dans leur démarche de décarbonation. Et quel bilan faites-vous aujourd'hui des principaux leviers incitatifs qui sont disponibles pour les entreprises? Voilà, sont-ils suffisants, corrects, adaptés? Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, il existe effectivement en France aujourd'hui de nombreux leviers incitatifs pour la décarbonation. On les classe en 2 grandes catégories, les fiscaux et les financiers. Alors, je vais commencer par la fiscalité. Comme à l'accoutumée, nous sommes très créatifs en la matière en France. Donc, on pense de manière non exhaustive à notamment la taxe carbone, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui a pour but de limiter la consommation d'énergie fossile. On va penser également à l'amortissement accéléré de certains investissements verts, notamment les véhicules électriques. On va penser à le taux réduit de TVA pour certains travaux de rénovation, ou alors encore l'exonération de taxes foncières pour les bâtiments à forte performance énergétique. Mais le dernier, le plus emblématique, le dernier né de la grande batterie des crédits d'impôt à la française reste quand même le crédit d'impôt pour les investissements dans l'industrie verte, que l'on appelle communément le C3IV. Et donc qui a la double
qui a la double particularité d'être temporaire, puisque sous réserve qu'il soit confirmé dans le cadre de la prochaine loi de finances, la représentante du Trésor tout à l'heure n'en a pas fait mention, et il devrait s'arrêter donc le 31 décembre 2025. Et l'autre particularité, c'est qu'il est accordé sur agrément préalable. L'autre grande famille des leviers incitatifs reste les leviers financiers. Et donc là, on va penser à toutes les aides et subventions, qu'elles soient nationales ou européennes. Donc là, on va penser bien évidemment à Plan France 2030 ou encore l'Innovation Fund ou toutes les aides ADEME. Et est-ce que vous voyez, êtes-vous confronté à des freins dans la mise en œuvre de ce dispositif? Est-ce que c'est fluide ou pas toujours? La France, c'est effectivement donner les moyens de ses ambitions. Si on revient juste une seconde sur le dispositif du C3IV, donc le dispositif fiscal, fort de ces 3,7 milliards d'euros de budget, il a permis de soutenir des centaines de projets dans les filières du photovoltaïque, de l'éolien, des pompes à chaleur et des batteries, les quatre secteurs concernés. Au niveau des financements publics, des appels à projets comme Décarbine ou Indus ont permis de soutenir 140 projets industriels avec derrière une économie de 2,7 mégatonnes de CO2. Donc on le voit bien, des outils variés, nombreux, qui permettent des investissements massifs dans les secteurs de l'énergie lourde et des énergies bas carbone. Mais effectivement, on observe des freins malgré tout, comme souvent. Tout n'est pas parfait. Ces freins, on est en France, donc c'est encore beaucoup de complexité administrative, des dossiers trop longs, des instructions trop longues, des contrôles des dispositifs globalement très sévères, des délais d'instruction aussi très longs, et enfin des critères d'éligibilité pour bénéficier de ces dispositifs qui sont souvent aussi très stricts. Alors après, si on veut en parler de manière concrète, je vous donne un exemple concret, ça c'est du vécu avec des clients. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui veut créer une gigafactory pour produire par exemple des pompes à chaleur, pour pas citer mes clients comme ça, on est sûr qu'on n'est pas dedans, on va avoir la possibilité réellement de solliciter de nombreux financements, mais divers et variés pour des sommes assez importantes, des centaines de millions, que ce soit au travers on disait, de C3IV, de l'ADEME, même de BPI, pourquoi pas, et de l'Innovation Fund. Mais une fois qu'on va solliciter ça, l'analyse juridique, la simple analyse juridique de savoir si on va de la possibilité de cumuler ces aides et à quelle hauteur, et à elle seule déjà un casse-tête incroyable. Donc voilà, et le même client pour le même projet va voir l'administration fiscale conditionner le fait qu'ils donnent l'agrément pour le C3IV au fait que les financeurs privés donnent des garanties bancaires. Les mêmes financeurs privés vont dans l'autre sens souhaiter avoir certains conforts sur le fait qu'il y ait l'agrément. Bref, donc c'est un peu une histoire sans fin. Et quelles sont vos recommandations? Comment on pourrait améliorer plus de cohérence, apporter plus de cohérence? Alors, le constat, c'est qu'il y a de nombreux dispositifs qui sont généreux. En revanche, c'est leur mise en exécution qui est fragile. Tout à l'heure, ma voisine parlait de Northvolt, on en reparlera peut-être encore après, qui est un exemple emblématique de l'ambition industrielle de l'Union européenne, a montré qu'on pouvait aboutir à un échec malgré un soutien très fort des pouvoirs publics, plusieurs milliards là au cas présent. Mais donc là, c'est un exemple concret qui illustre les limites des systèmes d'aide, notamment avec le manque d'anticipation de certaines choses, notamment le manque d'anticipation des retards industriels, des taux de rebut qui sont très élevés dans les premières années, le manque d'anticipation du cas de la perte d'un client stratégique, comme ça a été le cas ici-là, et encore un manque d'accompagnement et de filet de sécurité dans les phases critiques du projet, notamment qu'on appelle la vallée de la mort. Mais donc pour revenir à votre question et essayer de vous donner très modestement, s'essayer à donner quelques exemples de recommandations, l'idée, ce serait peut-être d'essayer de simplifier et d'harmoniser les dispositifs dont on dispose.
par peut-être la création d'un guichet unique, le fameux guichet unique qu'on espère tant, et peut-être la création d'un référent par projet, créer un accompagnement peut-être renforcé dans la phase critique en mettant en place un fonds de stabilisation post-investissement. Encore, on peut imaginer renforcer l'ingénierie sur le projet et le suivi opérationnel avec peut-être plus de collaboration entre public et privé. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, si, mutualiser les risques, donc peut-être essayer de créer des plateformes industrielles partagées dans les filières stratégiques. Et ça se fait déjà, mais peut-être mettre un peu plus de critères ou de manière un peu plus fine, conditionner les aides à la maturité industrielle du projet. Je vous remercie. Je passe par là, Pierre Abadi. Vous êtes co-head Decarbonization pratique chez Tikeo Capital. Votre métier, c'est de penser des solutions de financement à grande échelle. Quelle est votre méthode en fait pour penser ça, pour sélectionner les projets? Comment faites-vous? Donc, en pratique, nous, on fait en français du capital investissement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va chercher l'épargne mondiale. Donc, je le rappelle, l'épargne mondiale, pour faire simple, il y a un tiers, c'est de l'épargne des particuliers qui se transforme finalement en épargne retraite, ou assurantielle. Je parle globalement, parce qu'en France, il n'y a pas d'épargne retraite, parce que c'est de la répartition, pas de la capitalisation, mais le reste du monde fonctionne autrement. Il y a un tiers, c'est des fonds souverains. Donc un fonds souverain, c'est habituellement un pays qui avait des ressources naturelles, qui les a extraites. Plutôt que dépenser tout ça en faisant des choses, ils se sont dit, tiens, je vais mettre ça dans une structure d'investissement qui va investir dans des choses pour préparer le futur. Et il y a un tiers, c'est de l'épargne des personnes qu'on appelle riches, mais en réalité, c'est des grands industriels en fait qui détiennent une partie de cette épargne. Donc l'épargne mondiale aujourd'hui, c'est environ 150 trilliards, donc c'est 150 000 milliards. Donc pour les gens qui ont des ordres de grandeur en tête, le PIB mondial, c'est environ 90 000 milliards. Et on en a parlé tout à l'heure, pour financer le net zéro, il faut 4 trilliards 5 par an. Donc en réalité, quand on a dit ça, ça veut dire que si on allouait 3% de l'épargne mondiale au financement de la transition, alors on ferait la transition au bon rythme. Ce qui montre qu'en fait, il n'y a pas de problème de financement, en réalité. Tout simplement parce que en fait, l'argent, il est là. Et en réalité, il n'y a pas non plus vraiment de problème de projet. Pour moi, les plus grosses limitations de notre système actuellement, et je vais revenir un petit peu sur les dynamiques, c'est l'accès à la force de travail, et deux, c'est les minéraux critiques. Donc si on regarde un petit peu les tendances, donc on a parlé en fait aujourd'hui des freins qui sont un petit peu administratifs, des freins qui vont être technologiques, etc. Mais pour moi, ça reste une petite partie du problème. Aujourd'hui, la technologie, c'est environ 20 à 50 milliards d'investissements par an. Les subventions, c'est environ 1000 milliards par an. Et le marché de la transition énergétique, pour faire simple, donc ce qui finance en fait la transition d'un monde qui fonctionne avec des molécules, avec un monde qui fonctionne avec des électrons, pour faire simple, c'est aujourd'hui 2000 milliards d'investissements. Quand on a lancé notre premier fonds, en fait, c'était 1000 milliards par an. Aujourd'hui, c'est 2000 milliards. Demain, on s'attend à ce que ce soit 3000 milliards et il faudrait aller au rythme de 4000 milliards. Quand j'ai commencé à investir dans ce marché il y a 15 ans, c'était 500 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, les investissements dans le fossile, c'est 1000 milliards. Donc je nous trouve assez négatif en fait aujourd'hui. On a l'impression que c'est défensif, on a du mal, etc. Non, aujourd'hui, la transition, c'est 2 fois le marché du fossile. C'est pas petit. Il y a 5 ans, c'était 1 pour 1. Aujourd'hui, c'est 2 pour 1. Et aujourd'hui, on le voit, la limite, on l'a vu en Espagne, on l'a vu avec un incendie à Isro, c'est la grille électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande, alors ça qui est assez intéressant pour moi, j'ai fait de l'énergie toute ma vie, donc pour moi, je suis super excité, mais les gens ne le voient pas, c'est que pour la première fois, on a une demande électrique qui explose et une demande de fossiles qui stagne ou qui est en baisse. C'est ça la transition. Parce qu'aujourd'hui, la façon de faire de l'électrique le moins cher possible, c'est du bas carbone. Donc par construction, en répondant à la demande aujourd'hui, on décarbone l'économie, sauf qu'en fait, on a toujours tendance à oublier qu'il y a le stock des trucs qu'on a construits durant la révolution industrielle, bon, ça fait 200 ans, et il y a le flux d'investissement. Donc le stock des trucs qu'on a construits, ça fait environ 200 trilliards aujourd'hui, donc 200 000 milliards d'actifs, et l'investissement, c'est 2 trilliards par an.
Donc 200, donc on est en train de bouger de 1% le stock. C'est pour ça que la transition s'appelle la transition, parce que ça va prendre une centaine d'années, il faudrait l'accélérer encore beaucoup plus vite. Donc nous, notre travail en pratique, c'est comment on arrive à collecter cette épargne mondiale et l'investir en fait dans des sociétés qui font la transition. Donc on l'a pas dit, mais le premier investissement qu'on a fait avec le premier fonds qu'on a lancé en 2018, c'est GreenYellow. Donc on se retrouve aujourd'hui après plusieurs années, mais la réalité, il faut que vous voyez ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez votre maison, elle est un petit peu pourrie et elle fonctionne avec une chaudière à fioul. Et en fait, tous les ans, ce que vous avez en capacité d'investir, c'est l'équivalent de mettre un abri de jardin, quoi. C'est un petit peu ça qu'on alloue en fait à la transition. Alors que la maison, en fait, il faut mettre une pompe à chaleur, il faut l'isoler, il faut enlever toutes les fenêtres, il faut changer le toit, il faut faire toutes ces choses-là. Donc ça s'appelle des CAPEX et c'est ce que la banque va financer avec du crédit. Mais pour apporter du crédit, il faut des fonds propres. Moi, mon travail, c'est un apporteur de fonds propres. Donc je collecte de l'épargne mondiale et je vais identifier des sociétés comme GreenYellow qui sont finalement les acteurs qui vont finalement avoir en chiffre d'affaires le CAPEX qui est investi. Donc vous avez votre maison, vous investissez 100 dans votre maison. En réalité, ces 100, ils vont se transformer en 15 pour un architecte. C'est la personne qui a fait le plan, parce que si vous essayez de le faire vous-même, ça va être raté. Ensuite, il y a peut-être 30, ça va être les gens qui vont faire les choses, donc ça va être les maçons, quoi. Et puis après, le reste, ça va être les équipements qu'il va falloir utiliser. Donc nous, on n'investit pas dans l'actif, on ne le détient pas, mais on va apporter des fonds propres à ces sociétés qui vont elles-mêmes faire le plan, proposer les maçons et proposer les équipements de la transition. Voilà. Et c'est un marché aujourd'hui, pour faire simple, en Europe, je vais me focaliser là-dessus, c'est environ 500 milliards d'investissements par an, ça représente 1,9% du PIB. Donc un autre truc qui fait 1,9% du PIB, c'est le budget de la défense, pour vous donner un ordre de grandeur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'était comme ça hier, c'était comme ça avant-hier, c'était comme ça avant-avant-hier, et ça va être comme ça demain encore une fois. Ça n'a pas tendance à arrêter. Et en Europe, c'est vrai que comme on n'a plus de fossiles depuis un moment, on importe 93% de notre fossile, et notre base d'actifs fonctionne encore majoritairement avec du fossile. Ce que disait Othman, c'est qu'on a un problème de souveraineté énergétique qui est phénoménal. C'est-à-dire que c'est dangereux, donc c'est pour ça qu'on fait cette transition. Donc on investit aujourd'hui en Europe 11 fois plus vite dans la transition que dans les fossiles, tout simplement parce qu'on n'a plus de fossiles. En valeur, quand on regarde par tête de pipe, en fait, c'est environ 900 €. Donc on a parlé, en fait, l'investissement moyen de l'Européen dans son système énergétique pour finalement à terme sa souveraineté, plutôt pour répondre à sa demande électrique qui mène à sa souveraineté énergétique, c'est 900 € par an. Voilà. Et est-ce que vous voyez que tous les secteurs sont concernés aujourd'hui? Ça a diffusé par rapport au même moment où vous avez commencé à travailler sur ces sujets? Oui, je veux dire, moi, depuis 15 ans, en fait, on est passé d'un marché à 500 milliards qui est passé à 1000 milliards, qui est passé à 2000, qui aujourd'hui, en fait, comme je disais, atteint sa limite de capacité à fournir des personnes pour le faire. Je vous donne des ordres de grandeur pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Si on veut électrifier le système au rythme où il faudrait, pour être en lien avec le net zéro, il faudrait installer 80 millions de kilomètres de câbles électriques. D'accord ? Donc 80 millions de kilomètres, tout le monde a les ordres de grandeur en tête, c'est 200 fois l'aller-retour avec la Lune. C'est une fois l'aller-retour avec Vénus, quand Vénus est le plus proche de la Terre. En d'autres termes, ça veut dire qu'il faut faire le tour de la Terre avec un câble électrique tous les 5 jours. Aujourd'hui, on le fait tous les 15 jours. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Donc tripler le rythme, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'avoir 3 fois les personnes. Sauf que nous, et ces choses-là, ça se passe en Europe et aux États-Unis et en Chine. Donc en pratique, c'est chez nous. Aujourd'hui, notre jeunesse, on lui a dit qu'il fallait qu'il fasse des études pour faire de l'intelligence artificielle, pour tokeniser et faire un NFT d'un crédit carbone d'un arbre qu'on a planté à côté d'une rivière. On n'a pas dit il faut avoir un gilet jaune et faire un trou pour mettre du câble électrique. Donc là déjà on a un problème de société, c'est-à-dire qu'il faut avoir le nombre de personnes pour être capable de mettre le câble électrique. Et de la même manière que pendant le Covid on a applaudi les infirmières, après on les a oubliés quand c'était le Covid, il faut applaudir les gens qui mettent du câble électrique si on veut être sérieux avec la transition. L'autre c'est les minéraux critiques. Il y a eu un rapport Varin qui a été émis, peut-être qu'il n'est pas très public, mais en fait on le sait très bien, comme nous tous on sait très bien que la moitié du cuivre qui est produit mondialement va dans les câbles électriques aujourd'hui. Donc tripler le rythme de mettre du câble électrique, ça veut dire doubler la production de cuivre. On a mis 200 ans pour avoir cette production de cuivre. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'au début je voyais un petit peu, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? C'est la workforce le problème et les minéraux critiques. Ben non, en fait l'argent il est là, les sociétés elles sont là. En réalité la demande électrique elle est là, et la demande électrique étrangement elle n'est pas du tout couplée avec...
ce qu'on pourrait penser qu'il y ait de la politique ou une envie de faire du climat. C'est la demande, si on regarde les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, c'est la demande de refroidissement, de cooling comme il appelle, c'est de l'air conditionné. On comprend aujourd'hui pourquoi. 2, c'est l'électrification des transports. Et 3, en fait, c'est social, c'est le data. Voilà. Donc ces choses-là, en fait, il y en a un, c'est, on va dire, la dérive climatique qui l'attire. La deuxième, c'est, on va dire, la démographie des gens dans les villes. On a 55% dans les villes, demain on a 70%. On ne peut pas rajouter plus de voitures, donc il va falloir avoir du transport public qui est électrifié. Et 3, en fait, je ne pense pas que demain soir, les gens vont arrêter d'utiliser YouTube ou Netflix ou je ne sais quoi, parce qu'ils en auront envie et il va y avoir un usage supplémentaire qu'est l'intelligence artificielle. Donc la demande, elle est là, le financement, il est là, les entreprises, elles sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'à, mais il n'y a plus qu'à, ça veut dire avoir des gens pour le faire et avoir des meilleurs critiques pour le faire. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Gwénola Chambon, vous êtes CEO et fondatrice de Vauban Infrastructure, qui est donc un fonds, lui, spécialisé dans les infrastructures de long terme, qui investit en Europe et aux États-Unis. Justement, en quoi c'est clé de financer les bonnes infrastructures et suffisamment d'infrastructures pour la transition? C'est clé déjà parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres, l'infrastructure, c'est à peu près 79% des émissions à effet de gaz. Donc on est quand même au cœur des problématiques. 2, parce qu'en fait, l'infrastructure, c'est ce qui en fait constitue les briques de notre société. Et donc la transition, ça veut dire, et comme vous le disiez très justement, c'est pas que investir dans l'énergie renouvelable, c'est aussi gérer tout le stock existant d'infrastructures qu'on a construit depuis 200 ans et il faut prendre conscience quand même qu'on les a construites dans un environnement où on avait une énergie qui était vraiment pas chère et qui était malheureusement vraiment pas favorable à notre environnement. Donc aujourd'hui, il faut transformer ces infrastructures existantes. Et c'est vrai que quand on a vu la régulation arriver avec, par exemple, pour les investisseurs, parce que c'est déjà implémenté chez nous, ça le sera sur les entreprises, mais nous, on est déjà passé à autre chose et on est complètement tous tournés, que ce soit les banques, les investisseurs SFDR. Concrètement, ça veut dire qu'on a canalisé d'un coup tous les objectifs d'investissement vers une transition et beaucoup d'investisseurs se sont engouffrés vers je vais investir massivement dans l'énergie renouvelable. Bilan, ça a fait monter les prix de façon complètement drastique au niveau des opportunités d'énergie renouvelable. Et on a un peu oublié, effectivement, qu'il y avait toute la partie CAPEX transition. Et ça, c'est vraiment un vrai sujet qu'il faut adresser. Donc nous, on est un investisseur en infrastructure de long terme, effectivement. On investit dans tout le spectre des possibles de l'infrastructure, que ce soit la mobilité, que ce soit le digital. Et c'est un vrai sujet parce que le digital ne fait pas partie de la taxonomie. Ça a été un vrai débat au niveau des opérateurs télécoms qui disaient moi, j'ai un vrai problème à me financer, à trouver l'intérêt au niveau des investisseurs parce que je ne suis pas référencée dans la taxonomie. Ce qui est effectivement un sujet. Pour autant, le digital, ça va être super clé en fait dans la transition. On va pouvoir avoir beaucoup plus de sobriété dans la mobilité en utilisant en fait le digital. On voit par exemple au niveau du digital, on a financé tout en fait les fibres optiques en territoire français. Et aujourd'hui, on voit qu'on transforme les territoires en utilisant ces DSP en fait de concession de réseau FTTH pour transformer les territoires en smart territory comme ils disent. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de créer en fait des infrastructures actives sur nos fibres, nos câbles de fibre optique et d'assurer une meilleure gestion des territoires, par exemple en connectant les poubelles pour avoir une collecte idoine au moment opportun, pour connecter les caméras de surveillance pour une plus grande sécurité des citoyens, pour des éclairages publics qui sont en fait rehaussés quand c'est nécessaire. Donc tout ça, c'est super utile. Et le temps long va être clé parce qu'en fait quand on regarde le portage moyen d'un investisseur en infrastructure qui s'est en fait souvent structuré sous le schéma du private equity, c'est 3 ans et demi le portage moyen. En 3 ans et demi on fait rien et nous en fait on est sur des investissements d'emblée qu'on a conçus comme étant à 25 ans. Donc on était d'emblée sur un positionnement qui était vraiment atypique où l'objectif était de canaliser les ressources longues dans l'économie réelle. Donc mes investisseurs, ce sont des assureurs, des fonds de retraite qui cherchent à investir dans des actifs réels. Et d'emblée, en fait, on n'a rien inventé. On s'est positionné sur un investissement de long terme en se disant, finalement, un de mes risques, c'est l'obsolescence de mon infrastructure. Donc ça veut dire qu'il faut que je me pose la question de sa pérennité. Si je n'investis pas aujourd'hui, par exemple, sur la transformation d'un réseau de chaleur pour que son approvisionnement énergétique passe finalement d'une énergie fossile vers quelque chose qui va être plus de l'énergie renouvelable, eh ben, mon actif, à un moment donné, il n'aura plus de valeur.
parce qu'il sera devenu complètement obsolète. Se positionner sur une autoroute et réfléchir à sa décarbonation, c'est clé aussi pour sa pérennité. Donc quand on est sur une autoroute, on va se dire qu'est-ce que je peux faire de cet ouvrage? Aujourd'hui, j'ai une concession à 50 ans. Et comment j'essaye de l'améliorer? J'essaye de travailler sur ma réserve de foncier pour y mettre en fait des panneaux photovoltaïques pour essayer de m'approvisionner en électricité. Je transforme ma flotte de véhicules d'entretien-maintenance de mon ouvrage en véhicules électriques. Ensuite, je vais essayer de travailler sur ma politique tarifaire en disant comment j'essaye d'influencer mes usagers en incitant à avoir des tarifs favorables pour le covoiturage, ou je vais essayer de travailler sur l'installation de bornes de recharge tout le long de mon autoroute pour essayer d'accompagner la transformation de la flotte. Donc je gère mon scope 3. Et ce qui est super intéressant, quand vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait, c'est la réaction des entreprises en fait, face à ça. Parce que nous, on est là, on est investisseurs, on les accompagne, mais en fait, in fine, c'est à eux de délivrer. Et en fait, ce qu'on a pu observer en investissant comme ça sur le long terme et en travaillant avec les managers des boîtes dans lesquelles on investit, c'est qu'il y a en fait une vraie volonté de ces entrepreneurs, de ces managers, d'embrasser tous ces sujets. Et en fait, moi, je suis super positive parce que quand je vois au-delà de la levée de bouclier sur CSRD, bien sûr, la réglementation, il ne faut pas qu'elle soit étouffante et bien sûr, il faut qu'elle s'adapte pour qu'elle puisse embarquer l'industrie sans l'étouffer pour autant par trop d'informations et qui n'ont pas forcément, on va dire, la pertinence nécessaire pour des toutes petites boîtes. Mais ce qu'on peut observer, c'est que dans les territoires, il y a un mouvement, il y a vraiment une vague de fond de mobilisation des entreprises, des entrepreneurs pour aller vers une décarbonation, vers une transition énergétique qui est clé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accompagner collectivement à travers chacun. En fait, on représente une palette du sujet, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau d'une réglementation qui soit effectivement stable, compréhensible. Tu as évoqué tout à l'heure le problème de la technologie. C'est pas facile parce que quand on investit, nous, à long terme, on peut pas spontanément aller sur des nouvelles technologies parce que les investisseurs vont flipper. Ils veulent aller sur quelque chose d'établi. Enfin, si j'ai un fonds de retraite ou un assureur, il faut que j'aille sur une technologie qui est déjà éprouvée et sur laquelle ils peuvent s'inscrire sur le long terme. Donc, on a besoin de l'intervention de l'État pour accompagner ces technologies qui sont nouvelles, pour, on va dire, apprivoiser à ce risque. Et une fois qu'elle est établie, là, il y aura de la canalisation. Je vous remercie pour ce point très, très concret. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps pour les questions de la salle? Je pense qu'on peut prendre, oui, un petit peu quelques questions, si vous en avez, sur ce sujet du financement. On a vu à la fois beaucoup d'enthousiasme, on a vu des enjeux aussi différents les uns des autres. Questions? Oui, juste une question qui me fait rebondir. Là, vous avez parlé des minéraux, enfin du cuivre. Concrètement, à moins de demander à France Télécom quand ils installent la fibre de récupérer le cuivre, et j'espère qu'ils le font. Est-ce qu'il y a des... je vois pas du coup le plan de transition, comment il peut opérer à 10-20 ans. C'est pour ça que je dis que c'est une limite. C'est aujourd'hui la réalité de la transition, c'est qu'on passe d'une industrie minière fossile à une industrie minière de minéraux critiques. Et faire une mine, faire un champ de pétrole comme faire une mine, ça prend 15 ans. Donc aujourd'hui, quand on regarde n'importe quel minéraux, que ça parte de la silice, cobalt, nickel, cuivre, il y a entre 15 et 30% de déficit à horizon 2030. Donc en fonction des volumes relatifs, on est en train de parler, pour le cuivre, il faudrait investir 500 milliards de capex à horizon 2030 pour pouvoir répondre à la demande, ce qui est manifestement impossible, hein, c'est pas quelque chose qui va se passer. Donc la réalité, c'est que on a une demande électrique croissante, comme je disais, pour des raisons en fait qui sont de refroidissement de nos infrastructures, d'utilisation de data et d'électrification du transport. Donc ça va être un ajustement par le prix, quoi. C'est-à-dire que si on veut vraiment avoir l'utilisation de ces choses-là, en fait ces choses-là vont coûter plus cher et ça va justifier en fait des investissements dans la chaîne de valeur. Mais encore une fois, il y a de la latence dans tout le système et je pense que les gens ont du mal à vraiment comprendre qu'effectivement on est en train de parler, en fait, c'est un genre de Lego géant qu'il faut rétrofiter complètement. Enfin, la révolution industrielle, c'est quand même, ah tiens, j'ai trouvé du charbon, je vais faire des machines à vapeur, ça permet aux fermiers de plus utiliser des bêtes, donc les gens vont dans les villes. Qu'est-ce qu'on fait des villes? On a qu'à les mettre dans des usines. Ah, j'ai trouvé du pétrole, donc je vais alimenter des machines, et ces gens-là, en fait, ils vont faire des choses. Donc le résultat de la révolution industrielle, c'est multiplier par 15 la population mondiale, parce qu'on a libéré l'agriculture, et multiplier par 15 la production par personne. Donc on a multiplié par 1000
par capita ce qu'on est capable de faire. Et puis après, en fait, en 70, on a dit on fait tellement de trucs, comment on les vend? On est passé à l'asset light, donc on a inventé en fait les magasins et la logistique. Puis maintenant, Hotman, il est en train de mettre des panneaux solaires partout sur ces trucs-là qu'on a mis partout. Et puis après, en fait, maintenant, pour la première fois, on a une demande d'électricité qui croît. Et on est en train de commencer le rétrofit. Et le rétrofit, il va prendre du temps, donc effectivement, je ne crois pas une seconde qu'on peut atteindre le traité de Paris, mais pas du tout pour des raisons en fait, de volonté ou de financement. C'est plus, je suis un ingénieur de formation, donc quand je regarde le plan, je me dis comment on met le plan en place. Il faut mettre des mines, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc il y aura un délai de 30 à 50 ans. Ce qui veut dire, en parallèle, que le scénario à 3 degrés, il devient plutôt central de mon point de vue. Donc le scénario à 4 degrés en France, il devient plutôt central. Et je pense qu'on est accordé avec Valérie Masson-Delmotte qui voit un peu la même chose. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi 2000 milliards d'investissements à faire dans la protection et l'adaptation de nos infrastructures. Peut-être aussi sur ces sujets-là avec des enjeux géopolitiques. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Sur les minéraux, les terres rares. Oui, d'accord. Alors, pour la géopolitique, pour moi, c'est assez simple. Il y a une zone qui est en fait une zone consommatrice d'énergie, ça s'appelle l'Europe, et importatrice aussi de trucs qui viennent de Chine. On est encore allé à un peu moins de 80% d'imports en fossiles et 93% d'imports purs. C'est-à-dire notre zone, elle n'est pas du tout autonome. On a une autre zone qui est les États-Unis, qui est le plus gros producteur de fossiles au monde. C'est 27% de la production mondiale. On l'oublie souvent parce que, en fait, comme c'est plein de petites sociétés qui le font, on l'oublie, mais en fait, c'est le plus gros producteur de fossiles mondial et qui est à la fois le plus gros investisseur par capita dans l'électrification. Parce qu'en fait, la demande énergétique aux États-Unis aujourd'hui, 60% c'est de la data, donc c'est de l'électricité. Donc à la fois, ils produisent du fossile qu'ils exportent et ils font de plus en plus d'électricité. Et il y a la Chine. Et la Chine, effectivement, d'un point de vue géopolitique, je pense qu'elle a décidé depuis un moment de se décarboner, mais pas pour des raisons climatiques. C'est-à-dire que c'est le plus gros importateur de fossiles et de barils, en fait. Donc ils importent 11 millions de barils jour. C'est à peu près la production de l'Arabie Saoudite ou la production des États-Unis. Et le rythme d'électrification, j'avais fait un petit calcul de coin de table la dernière fois et j'étais arrivé à la conclusion qu'à horizon 2030, ils arriveraient à faire environ 1 million de barils jour avec la pénétration du véhicule électrique qu'on a là-bas. Donc en fait, globalement, ils vont avoir une pression assez forte à la baisse sur le fossile. Donc la géopolitique du monde, pour moi, c'est les Chinois qui prennent la chaîne de valeur des minéraux critiques, notamment le processing et le refining, parce qu'ils sont en train de faire la moitié de l'effort mondial de décarbonation, pour des raisons qui sont de souveraineté énergétique, qui mènent tout le monde à vouloir se décarboner le plus vite possible aussi. Donc c'est, encore une fois, ça va dans la bonne direction. Par contre, ça ira pas au bon rythme, parce qu'on a des limites d'ingénieurs, je pense, au sujet. La bonne nouvelle, c'est que pour vous, le financement, c'est pas un sujet. Ah non, mais c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a 150 000 milliards d'épargne dans le monde et on est en train de parler en fait de 3%. Donc quand j'entends en fait des communiqués qui disent qu'on va passer à 5% du PIB pour la défense, je me dis que quand même, vu qu'on est déjà à 2% du PIB pour la transition énergétique, normalement passer à 4%, c'est super facile, puisqu'on arrive à sortir 5% du chapeau. Sur le papier, c'est un coin de table. Mais c'est beaucoup plus facile pour répondre à une demande que pour répondre à un discours. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a une demande. Ouais. Bonjour, Asdine Larras de la société SGS. Je voulais parler un peu d'un autre sujet, faire un petit pas de côté. On a parlé depuis tout à l'heure de financement de projet. Je voulais savoir s'il existait un business model pour financer un peu le changement comportemental des humains de manière générale, de manière à générer des vraies économies d'énergie. Et qui a aussi ça s'appelle l'école, je crois. Un vrai gisement. La rééducation. Non, mais franchement, c'est une bonne question parce que, en fait, Séverine, toi, tu peux témoigner. En fait, si, il y a des financements, il faut le dire. Il y a des elle commence à flipper. Je me demande un peu de quoi elle me parle. Non, dans les financements green, on a un comportement, on a une influence, en fait, sur les comportements des entreprises. C'est pas exactement green. En fait, on a une influence, effectivement. C'est un très bon point. On a des financements dont dont la rémunération est indexée sur des comportements. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous partez à tant de % de CO2 sur tel type de votre chaîne de production, et si demain vous arrivez à baisser de 5%, alors votre marge ou le coût du financement baisse. Si ça remonte, ça remonte. Mais c'est pas là de ce dont on parle, c'est des changements de comportement à grande échelle, quoi. On va au-delà de ça. Mais bon, donc oui, on a ça, mais c'est une initiative. Oui.
Sur la je pense qu'il y a un lien entre les deux, et nous on le voit lorsqu'on réalise des projets d'efficacité énergétique chez un client. Tout d'un coup, le mainteneur devient, je veux dire, beaucoup plus investi sur la maintenance, ou du moins sur la gestion, le pilotage. Et donc, le fait de lier la gestion intelligente du bâtiment et le comportement, c'est des sujets qui se parlent. Et c'est toujours le même débat, c'est quand on commence à regarder, à piloter, à mesurer, que les bonnes initiatives et les bons comportements commencent à potentiellement fonctionner. Donc notre retour d'expérience, il est de cette forme-là, c'est-à-dire le lien entre les deux, cette décarbonation qui apporte également de la conscientisation sur ces enjeux-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'ajouterais un signal prix? En fait, ça coûte cher. Non, c'est pas ça coûte cher. Enfin, moi, j'ai un avis complètement. Quand j'entends le prix, ça me hérisse le poil. Si on reprend le système monde, en fait, donc Hautemann, il regarde le système bâtiment, etc. Si on regarde le système monde, en fait, on extrait du fossile, on en jette une grosse partie quand on fait de l'électricité. C'est environ, en réalité, une centrale thermique, c'est entre 30% pour les moins bonnes et 54% pour une CCGT avec un circuit fermé. Donc en gros, en moyenne, on jette 40% déjà en chaleur fatale. Derrière, il y a la grille électrique qui va en perdre peut-être 10%. Et ensuite, il y a les moteurs à combustion qui en perdent aussi 70%. Donc quand on fait en fait rapidement l'ordre de grandeur de ce qu'on jette à la poubelle par rapport à ce qu'on extrait sur notre monde qui fonctionne avec du fossile, on jette 70% à la poubelle. Je me suis amusé à faire un petit calcul, c'est environ 9 trilliards. Comme on le sait tous, l'économie mondiale, c'est 90 trilliards, donc c'est environ 10% du PIB mondial qu'on jette à la poubelle pour faire tourner notre économie. Donc ça ne coûte pas plus cher en fait de transitionner le système. En réalité, ça l'améliore beaucoup. On a un système. Non, ma question était inverse en fait. Pour inciter les gens à changer de comportement, le consommateur, on peut lui envoyer un signal prix en montant le prix de. Monter les prix, c'est jamais bon. C'est plutôt que c'est moins cher de faire la transition. C'est ça la réalité. Produire de l'électricité avec des renouvelables, vous avez un coût d'installation et ensuite vous achetez plus rien. Produire avec une centrale à gaz, vous avez un coût d'installation qui est cher aussi, mais après il faut acheter le gaz et l'injecter. Donc en fait ça coûte de l'argent tout le temps. En plus des problèmes de souveraineté. Le signal prix, c'est des sujets... ça reste des sujets assez compliqués quand même. On va trouver l'équilibre. Pour répondre à la question, en fait, pour moi, il y a quand même peut-être 3/4 c'est du système et un quart c'est du comportement. C'est-à-dire que nous, on vit dans un monde en fait où que tu utilises l'hôpital ou pas, ou que tu utilises l'école ou pas, ou que tu utilises la route ou pas, en fait, c'est dans ton empreinte carbone de français. Donc la réalité, c'est que c'est en rétrofitant l'infrastructure et qu'on réduit son empreinte carbone qu'on réduit collectivement son empreinte carbone. Je dis pas par là qu'en fait autant faire n'importe quoi, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que en faisant des efforts extrêmes, on va avoir peut-être un impact de 10%, alors qu'en routant des flux de financement sur des choses qui ont été identifiées comme critiques, c'est comme un Pareto quoi en fait. Donc c'est. Bonjour Brigitte Herlin. Metron, qui est une société d'efficience énergétique par la data. D'abord, merci à chacun pour ces témoignages à la fois très macro et très micro et concret. Ma question porte en quelque sorte sur le signal prix à travers la taxe carbone. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui, la taxe carbone ? Qui veut prendre la question ? Qui veut prendre la question ? Politique. D'un point de vue technique pur, non, je pense pas. Je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête en posant la question sur la taxe carbone, mais je vois pas trop le point. Est-ce que je sais pas si vous avez un peu plus compris la question. Mais... Derrière, c'était le coût du carbone au niveau mondial pour la compétition mondiale, tous les sujets de taxes à l'entrée, tous les sujets de péréquation pour favoriser ceux qui font les efforts, ceux qui font les investissements par rapport à ceux qui ne le font pas dans un monde qui est ouvert. Est-ce que c'est un sujet qui a été beaucoup débattu les années précédentes ? Est-ce que pour vous, c'est encore un sujet ou il n'y a pas de sujet visiblement ? En fait, on est dans un monde qui se fragmente de plus en plus. Donc, une taxe carbone qui fonctionne à la limite des eaux territoriales de l'Europe, par exemple, si le reste du monde, il n'y a rien, je ne sais pas. Moi, ça me laisse assez perplexe. Dans le monde actuel, ça me laisse assez perplexe.
Je dirais aussi que non, mais le monde il est en train de bouger vers effectivement être complètement multilocal. Enfin, quand on parle de décarbonation, en réalité, on parle de production d'électricité. L'électricité, c'est local. Dès lors qu'on a un système bancaire qui est local, ça veut dire qu'on peut se financer en monnaie locale. Et comme en fait, on vient juste de l'expliquer, quand on a fait son investissement de départ, on l'a pour toujours. Donc, la globalisation, au sens où on l'avait en tête, je pense qu'elle a atteint un petit peu ses limites. Sac Jaune est en train de se développer de manière systémique, un petit peu en vase clos, notamment sur son système énergétique, au travers de l'électron. Et donc la taxe carbone, dans la logique de compétitivité par rapport à quelque chose qui vient d'ailleurs, et d'ailleurs, en fait, moi j'ai toujours eu un problème avec la comptabilité du carbone, tout simplement parce qu'en fait, on le sait, le monde aujourd'hui, il émet au travers de nos activités plus que ce qu'il est capable au travers de capturer au travers de sa nature. Donc avoir en fait une taxe carbone qui est liée avec des crédits carbone, je trouve ça un peu bizarre puisqu'en fait en réalité il n'y a pas de crédit carbone puisque on est en train d'augmenter la concentration dans l'atmosphère de carbone. Donc le concept lui-même, j'ai toujours eu un peu de mal en tant qu'ingénieur. Donc ça veut dire qu'en fait il existe juste parce qu'on a décidé d'avoir une référence. Donc on a dit en fait on a le droit de monter de temps et puis après ça s'est transformé en truc comme si on avait des crédits. Intellectuellement, j'ai beaucoup de mal en fait à comprendre même ce que ça veut dire. Je comprends en fait que on peut se fixer par zone une référence et que si on va au-delà de cette référence, alors en fait on va payer pour ça. Après, je suis pas sûr. Enfin, ça reste, je pense, assez marginal. Dans le schéma que je vous ai montré juste avant, on jette 70% de l'énergie qu'on consomme. C'est pas au travers d'une taxe carbone par rapport à une référence qu'on va fixer politiquement qu'on est en train de corriger ça. C'est au travers en fait du vrai intérêt économique et en fait une société comme GreenYellow, elle va taper directement dans ce qu'on appelle les low hanging fruit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on fait. Je sais pas, finalement avoir des frigidaires ouverts dans des supermarchés, donc on utilise de l'électricité pour refroidir un environnement dans lequel on met du chauffage. Enfin encore une fois, en tant qu'ingénieur, c'est un cycle de Carnot ouvert, donc le truc qui est aberrant, quoi. En fait, mettre juste un capex qui s'appelle une porte de frigo, ça permet de réduire de 30% peut-être la consommation électrique d'un magasin. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on fait qui sont un peu aberrantes parce qu'en fait on vivait dans l'abondance et puis d'un coup si on se posait la question, on se dit économiquement ça fait du sens. Et il y en a plein des choses comme ça. Avant de se poser la question complexe de un truc discuté à haut niveau. Sans rien enlever à l'ingénieur que vous êtes et à ce que vous venez de dire qui est tout à fait pertinent, la prof de business school que je suis a tendance à penser quand même que d'un point de vue comportemental, se fixer des objectifs, c'est pas mal dans la vie, que les entreprises savent faire, ça fait longtemps qu'elles font ça et que c'est des dynamiques aussi qu'elles peuvent comprendre. Pour moi, c'est complémentaire, hein, c'est pas, donc c'est juste un peu en défense de la compta carbone parce que il faut aussi laisser un peu à chacun. Bon, je pense le temps est venu de vous remercier très vivement, donc tous nos intervenants, surtout Cécile Crousel aussi pour l'animation, la modération de cette séance. Cécile, vous voulez avoir le mot de la fin, peut-être ? Écoutez, moi j'étais heureuse d'animer cette table ronde où je trouve qu'il y a pas mal d'idées reçues qui ont été bousculées, donc je trouve ça intéressant et notamment sur le fait qu'on entend effectivement beaucoup dire qu'on manque d'argent pour la transition et en fait non, on manque pas d'argent, on manque probablement d'autres ressources humaines, minérales, de bons fléchages, etc. Il y a tous ces enjeux-là, mais effectivement, et c'est plutôt encourageant puisqu'on se dit que si on a assez d'argent et des projets, on devrait finir par arriver à quelque chose quand même. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez encourageant et assez stimulant. Et je vous remercie pour vos interventions. Merci encore.